C'est possible. C'est toujours possible, mais c'est l'État. Mais c'est l'État qui perçoit l'argent. Mais pas payer l'État. Mais c'est l'État qui doit donner l'eau potable à la population. C'est l'État. Mais l'État laisse la possibilité, n'est-ce pas, à la population de négocier avec les exploitants forestiers. Or, les exploitants sont des commerçants. Ils ont besoin d'avoir un bénéfice. Si d'une part, vous devez lutter contre 169 taxes, et puis on vous dit non, au-delà de 769 taxes, il faut construire les logements pour tes travailleurs, parce que ce sont des ayants droit maison. Il faut construire des écoles pour la population. Et lorsque on ne va pas conformément aux déshydratants de la population, on vous bloque, vous ne pouvez pas travailler. Il y a même des bateaux qui quittent les endroits, il faut que la population soit dedans, et on impose qu'ils soient là, même s'il y a autant de kilos de l'exploitant qui doit quitter les lieux de production jusqu'au lieu d'exploitation. Et donc, il y a non, c'est pas un désordre, mais c'est un désordre organisé et institutionnalisé. L'État fuit ses responsabilités. Vous savez, je venais, je ne sais pas quelle année, là, où j'ai travaillé avec un cabinet français, pour faire le monitoring, savoir véritablement comment on peut aider les communautés locales aujourd'hui de s'organiser, d'avoir des projets et travailler avec les exploitants forestiers dans la perspective qu'on leur donne leur prime en fonction de volume de bois exploité. Aujourd'hui, c'est très clair, si on a exploité autant de mètres cubes, et puis, bon, l'exploitant est tenu de donner, par exemple, 0,5 $ ou 5 $ par mètre cube. J'ai vu un village à l'équateur, à Lissala, par rapport à la quantité qui lui était reconnue, il avait droit à 2 millions. 2 millions de dollars. Mais on avait donné seulement 15 millions. Et 15 millions, comment on a géré ça? Et pourtant, 15 000. Oui. Et pourtant, ce village-là, 250 personnes. Ça veut dire qu'avec 15 000, moi j'ai fait le calcul, on peut acheter toutes les tôles pour l'ensemble des familles du village. Mais il n'y a pas. Dans le village, il n'y a même pas une école. On est en train de construire juste un endroit, une cantine. Vous voyez? Et les 2 000, comment mobiliser les 2 millions qui restent? Tout ça, c'est le gouvernement de la République, au travers du ministère, qui doit réfléchir. Aujourd'hui, ceux qui ont droit à ces 2 millions, quelle est leur relation avec les secteurs? Parce que c'est le secteur qui est l'entité territoriale décentralisée, qui a la personnalité juridique, qui a un programme, qui a un budget. Comment faire en sorte d'intégrer ce que la communauté pouvait avoir dans le budget du secteur pour permettre à ce qu'on puisse donner l'eau, on puisse arranger la route, on puisse mettre en place des postes de santé, etc. Tout ça, c'est de la réflexion. Alors maintenant, on reste dans le logiciel des actions, j'allais dire, superficielles mais folkloriques. On ne réfléchit pas à la base pour savoir, pour construire la cohérence, les interactions entre les différents secteurs. Aujourd'hui, quand on regarde les normes, les différents arrêtés du ministre de l'Environnement, quand on regarde le code forestier, il y a moyen de se préoccuper des problèmes des communautés locales. Mais il faut construire la cohérence. Il faut qu'il y ait des personnes et des femmes et des hommes qui sont capables, au niveau local, d'organiser le développement. Il me semble que tel n'est pas le cas. Et donc, on entre vraiment dans une situation où on a des textes, mais des textes qui n'ont aucun effet. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'aspect environnemental, parce que c'est un des aspects les plus importants en ce qui concerne l'économie verte, vous l'avez souligné. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réunions dans le monde dans lesquelles on a abordé cette question du réchauffement climatique. L'année passée, il y a eu au moins 180 pays du monde qui s'étaient réunis à Varsovie, en Pologne, pour cette question toujours. Vous l'avez évoqué aussi que les compensations financières devraient être versées auprès de pays qui s'engageaient dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tout à fait. Et la RDC, jusque-là, je ne sais pas. C'est par manque de spécialistes dans la matière pour pouvoir faire des calculs et revendiquer, ou vous estimez qu'il y a simplement une négligence de notre État à pouvoir revendiquer ce qu'il doit obtenir. Parce que nous savons très bien que le Brésil, par exemple, dernièrement, nous avons vu le Brésil exiger des compensations financières lorsqu'on lui interdisait d'exploiter le pétrole dans ses forêts. Est-ce que notre pays a déjà fait des revendications de manière claire
avec des calculs précis qui sont faits par des spécialistes dans cette matière-là pour qu'on puisse rentrer dans le droit. Je m'excuse beaucoup. Je voudrais simplement vous apaiser pour dire que la RDC, c'est un grand pays qui a, à l'époque, déjà dans les années 60, 70, pris en considération le bien fondé d'une forêt. Et c'est comme ça que vous avez vu à Yangambi, il a existé une faculté de forêt et eau. La plupart des ingénieurs que nous voyons au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, sont des gens qui ont fini à l'époque. Ce sont des forestiers. Beaucoup de collègues aujourd'hui sont des directeurs au niveau du ministère. Donc, nous avons des personnes compétentes qui ont reçu d'autres formations additionnelles, non seulement dans notre pays, mais au Canada, où véritablement la thématique a presque les domiciles. Vous voyez, donc, ces spécialistes sont là. Encore qu'il faut savoir les manager, il faut savoir les organiser, il faut savoir les encadrer, etc. Donc, en termes de personnes, je dois vous avouer que la première école post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts tropicales en Afrique, c'est ici, le siège, c'est au niveau du campus. Je suis aussi parmi ceux qui véritablement ont terminé cela. Et nous sommes de la première promotion. Vous voyez, donc, on a des compétences. Donc, il ne se pose pas un problème d'hommes. Non, il ne se pose pas, mais comment organiser ces hommes pour avoir la performance de ce que nous voulons? Quels sont nos objectifs par rapport à ça? C'est très important. Vous posez une question pertinente. Je vous ai dit que lorsque le ministre à l'époque de l'Environnement était à Bruxelles, je l'avais suivi, il avait dit, il est maintenant au Parlement, à l'Assemblée nationale, il a même créé un parti coup de chapeau. Quelle ingéniosité. Parti écologiste. Écologiste. Il a dit, il avait demandé à son temps 1,5 milliard de dollars. Il avait demandé. Mais il est parti sur base de quel calcul? Il a réuni quel expert pour savoir véritablement quelle est notre capacité d'absorber le carbone. Je vois qu'il y a un compatriote, Olivier Mouchettien. Lorsque vous êtes sur la route de Bandundu, à Bankana, il y a la station Ibi. Ce gars-là, Olivier, c'est un Congolais, mais qui a fait de très grandes études, n'est-ce pas, en Europe, mais qui est le premier en Afrique centrale à pouvoir mettre en place une station où il compte véritablement mettre en route ce qu'on peut appeler un centre de production d'une forêt artificielle de l'ordre de 22 000 hectares. Aujourd'hui, il est en train d'approcher 2 à 4 000 pour cette première phase. Et qui connaît faire le calcul et qui a beaucoup négocié sur le marché international des marchés carbone. Cet homme-là aurait pu être consulté. Sincèrement, je n'ai pas contact. C'est un ami, mais je n'ai pas contact avec lui. C'est depuis un certain temps. Même si au départ, on a travaillé avec, dans la photographie, le scannage du milieu d'intervention, qu'il considère comme étant le milieu d'expérimentation. Mais c'est un homme qui peut être... Nous avons même appris qu'il y a des logiciels qui sont déjà conçus pour faciliter ce genre de calcul. Tout à fait. Moi, je venais du Cameroun. Oui. Je venais du Cameroun où on nous a appris comment faire le calcul pour déterminer, n'est-ce pas, le coût, ce qui représente le kibage de carbone. Tout cela, ça existe. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui appelle les gens. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui met en place les moyens. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui organise les groupes de réflexion. Il faut quelqu'un qui détermine les thèmes de référence. Il faut quelqu'un qui demande et qui identifie et qui constitue une banque de données des personnes qui doivent travailler par rapport à cela. Bon, écoutez, nous avons la facilité, surtout lorsqu'il faut inaugurer les ateliers, surtout que les ateliers font les gens, encore que bon, on n'est pas trop loin par rapport à ce qu'on cherche, surtout que ce sont des formalités d'usage pour drainer un peu d'argent. On entre dans le logiciel également des organisations internationales qui, elles, aussi, ont aussi des préoccupations. Croyez-moi, qui leur donnent l'argent, ce sont les guichets de leurs pays respectifs, et qui polluent, et qui ont besoin d'avoir un espace de régulation. Et nos forêts sont constituées comme des espaces de régulation. Mais quand ils viennent, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher au parc. Il ne faut pas ceci. Et ça, c'est patrimoine national, patrimoine mondial, etc. Mais entre-temps, ils ont l'argent et on ne nous donne pas nous l'argent. Et quand on vous donne 50 millions, on dit non, on vous a donné autant d'argent. Mais écoutez, il faut qu'on arrête. Je posé aussi cette question-là dernièrement avec le gisement des pétroles qui ont été découverts dans le parc de Virunga. Il y a des ONG internationaux qui sont en train de s'opposer à cela. Est-ce que vous pensez que
au nom de la protection de l'environnement, ou on pouvait tout simplement abandonner ce projet-là d'exploiter le pétrole. Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez qu'aujourd'hui, l'accord de Kyoto, les Américains n'ont pas signé. L'accord de Kyoto, où on limite, n'est-ce pas, la production des gaz à effet de serre. Ils n'ont pas signé. Ils ont décidé de sont les grands pollueurs. Ils sont des grands pollueurs. Et nous avons la pauvreté. Il faut aller au nord Kivu. Il faut aller dans les villages environnants du parc. Vous allez voir quel est le niveau de pauvreté. Si on a trouvé du pétrole, écoutez, c'est la même nappe avec l'Ouganda. L'Ouganda exploite déjà. Qu'est-ce qui explique que bon, tout le monde se mobilise aujourd'hui pour dire on ne peut pas exploiter chez nous? Pourquoi on ne ferait pas les mêmes règles en préservant le parc, mais en exploitant le pétrole, parce que ça va nous donner des revenus additionnels? Il y a moyen de le faire et les études peuvent nous donner des conclusions concluantes. Mais aujourd'hui, ce sont les ONG internationales qui reçoivent l'argent des guichets de leurs pays respectifs et qui véritablement se mettent comme s'ils étaient en train de nous défendre, oubliant que nous sommes dans la pauvreté et ils roulent carrosse à tout moment. Ils ont l'argent, ils roulent dans tout. J'étais à Goma. J'ai vu plus de 207 ONG internationales. Le gouverneur ne connaît même pas le volume de la masse monétaire en circulation. Et cette masse monétaire n'est même pas intégrée. 207. 207. Avec un volume de plus d'1 milliard de dollars. Eh bien, écoutez, nous, dis-moi, quelles sont les ONG nationales aujourd'hui qui ont des moyens? Non, mais écoute, aujourd'hui, effectivement, nous devons nous préoccuper pour lutter contre le changement climatique et nous avons besoin des espaces protégés, nous avons des aires protégées comme le parc, etc., pour que véritablement nous puissions séquestrer le carbone. Mais cela aussi nous donne aussi la possibilité de pouvoir réfléchir pour que nous puissions réduire la pauvreté. Ne serait-ce que réduire la pauvreté. Et là, nous avons à identifier quelles sont les richesses potentielles qui se trouvent dans toutes ces entités-là, pour savoir très concrètement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches, il n'y a pas d'autres méthodes qui nous permettent, nous, d'exploiter et de préserver le deux à la fois. Voilà, M. Norbert, on ne peut pas parler d'économie verte sans aussi parler de l'agriculture. C'est aussi un secteur qui est directement lié à l'économie verte. Notre pays, c'est aussi un pays à vocation agricole qui présente un potentiel assez énorme. Mais, bien que déclaré priorité des priorités, ce secteur ne bénéficie pas toujours de l'attention particulière comme il se doit de nos gouvernants jusque-là. Le pays dispose au moins de 70 millions d'hectares de terres arables, une climatologie favorable à toutes les cultures et durant toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au Congo pour qu'on puisse aussi véritablement relancer le secteur agricole? Je dois vous avouer sincèrement, cher... Parce qu'on en a aussi déjà parlé, vous savez, mais on a l'impression que les choses ne démarrent pas toujours. Il faut qu'on sorte de la distraction. Il faut qu'on quitte les logiciels de la complaisance. Grand ou grand remède. Lorsque on est en situation difficile, il faut véritablement rechercher, n'est-ce pas, tous des leaders, j'allais dire institutionnels, aussi qui correspondent véritablement aux enjeux et aux défis. L'agriculture, vous l'avez dit, ça fait partie des secteurs clés de l'économie verte aujourd'hui. Mais il faut savoir la rendre opérationnelle, vous l'avez dit. Au lieu de 70 millions, ça varie de 70 millions à 80 millions. Il y en a ceux qui disent 120 millions aujourd'hui, en termes d'identification, parce que les recensements font défaut, hein, des années, c'est évident. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'exode rural, etc., tout le monde veut rester en ville, etc. Il y a des terrains qui restent dans la spéculation avec les différents niveaux riches qui arrivent et qui visiblement ne font pas de la vraie exploitation. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a 7 composantes qu'il faut mettre, qu'il faut focaliser l'attention pour s'en sortir. Première chose, je vous avais dit, c'est la politique agricole. Cette politique agricole se caractérise, s'explique sur 7 composantes, je l'ai dit. La politique foncière, comment nous répartissons nos espaces d'exploitation agricole. Que dit la loi foncière? Il y a pas mal de choses. Je suis très heureux que des réflexions se font, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau du gouvernement, les partenaires au développement interviennent pour qu'on arrive à avoir une loi foncière qui répond aux préoccupations et au contexte du moment. C'est très important. Et comment on répartit?
Regardez, je vous ai toujours dit, faites la ligne jusqu'à Bandundu. Vous allez voir des espaces vierges. Mais quand vous posez la question, vous dites, je vais cultiver ici. Non, ce ne sont pas des espaces vierges. Ce sont des espaces qui appartiennent aux gens, surtout à la classe politique, qui ont des moyens, qui connaissent la procédure, qui n'en font rien, et qui en font la spéculation, qui entendent un investisseur étranger, etc., pour tomber dessus, de manière qu'ils s'organisent, ils prennent les papiers, et ils ont tout. Parce qu'effectivement, entre eux, ils se font signer des papiers. Ça, c'est un problème. Et là, on peut comprendre la performance du ministre de l'Agriculture. C'est sa capacité de se mettre avec son collègue du ministère de la Forêt et de l'Environnement pour signer des arrêtés interministériels dans le sens de la libéralisation presque de ces domaines qui est véritablement resté un domaine privilégié des gens qui ont l'argent. Parce qu'il faut des procédures d'acquisition, encore que ces procédures ne sont pas souples, il faut aller. Cela n'est pas à la merci, naturellement, des petits citoyens. Deuxième chose, lorsqu'on veut aussi savoir que le pays accorde l'importance à l'agriculture, ben écoutez, il faut voir son budget. Depuis qu'on a été avec le maréchal, ça n'a jamais été souhaité qu'au moins 10% 10%, ça c'est la déclaration de Maputo. Oui, mais ça n'a jamais atteint. Oui. Ça n'a jamais atteint. Et puis, lorsqu'on dit on a donné 2% ou 3%, mais ce sont des moyennes statistiques. N'est-ce pas, l'année 2010, si je m'abuse, il y avait 23 millions. On est allé, non, 2011, on est allé à 76 millions. Est-ce que vous voyez très concrètement ce que cela représente? J'ai vu qu'il y a un réhabilitation d'insérer, c'est une bonne chose. Mais la politique qui consiste à donner aux agriculteurs, aux paysans, aux fermiers, la politique qui consiste à résorber tous ces jeunes gens qui terminent dans le secteur de développement rural, dans le secteur agricole, tous ces jeunes gens qui sont qualifiés, qui peuvent véritablement s'installer, générer des entreprises, résorber les chômages, assurer la production, un flux sur le marché. Ces jeunes-là, quelle est la politique d'absorption, d'intégration, de socialisation? Ça, c'est un problème. Et donc, le budget, il est très maigrichant. Non seulement il est maigrichant, mais les moyens statistiques ne permettent pas qu'on pose d'exact. La recherche agricole, à l'époque, d'abord la colonisation, après la colonisation, mais il y a eu des centres de recherche. Les centres de recherche permettent d'avoir des variétés améliorées. Il faut aller voir en voisin. Si la FAO, si la CTB, si l'ISAID ne fait pas quelque chose, il n'y a rien. L'INERA. J'étais à Mulungu il n'y a pas longtemps. À Mulungu. Oui. J'étais à Luiro. J'étais à Bokota, à Gemena. À Boketa. J'étais à Lenya Kimokumari. Je venais d'arriver il n'y a même pas 2 semaines. Il n'y a rien, mon ami. Inera Tanganyika, Ngadajika, il n'y a rien, c'est du désert. Ça vous dit quoi? Ça veut dire qu'en fait, que là, ce n'est pas encore la préoccupation gouvernementale. Je vais ajouter la formation. La formation. Où sont les structures de formation qui sont non formelles? On a connu les centres de vulgarisation agricole dans notre pays. Un grand centre qui avait un grand rayonnement à travers le pays. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est le budget alloué à ce centre? Rien du tout. La formation et la commercialisation. Où sont les centres rémunérateurs? Qui s'occupe de l'achat des produits? Où se trouve la caisse de stabilisation? Ça, c'est problème. Et vous allez dire que vous avez une préoccupation agricole? Vous allez moderniser l'agriculture? De quelle manière? Simplement parce qu'on a pris telle ou telle association, etc., de son obédience, et on leur a donné des moyens pour en faire une propagande, pour ne pas donner de résultats. Et la mécanisation agricole. J'ai entendu qu'on a parlé des tracteurs. Vous savez que le maréchal Mobutu, à l'époque, lorsqu'il a fait la ligne Kinshasa-Kisangani, pris dans un engrenage des joies, il a donné des groupes électrogènes au campement de pêcheurs, oubliant qu'il n'y avait pas de mécaniciens, il n'y avait pas de carburant, il n'avait pas donné un budget pour les pièces de rechange, etc. Au bout d'un mois, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, vous donnez un tracteur. Qui va conduire le tracteur? Comment va-t-on travailler?
Quel est l'engagement institutionnel qui a été mis en place en termes de management de cet outil? Et la conséquence, les tracteurs sont dans les concessions des gouverneurs. Il y en a les tracteurs qui font des taxis dans certains endroits, etc. C'est ça. C'est ça, mon ami. Donc, nous avons la responsabilité, si nous voulons véritablement booster notre agriculture, c'est autour de ces différentes composantes. Vous ne pouvez pas parler d'agriculture simplement parce qu'on a rénové un tel centre. Et puis l'État a toujours été un mauvais gestionnaire. Le centre, par exemple, comme Mensele, là, oui, c'est très bon. Il faut une concurrence avec les privés. Encore qu'il faut donner des crédits agricoles. Où se trouvent les crédits agricoles? Les liens des crédits agricoles, là, on a mis le service de cadastre. La Sofidé, on est en train de renaître. C'est vrai. J'ai entendu qu'il y avait 20 millions. Mais je voudrais savoir à qui ils ont donné ces crédits-là. Où sont les effets? Ça, c'est un problème, mon ami. Les routes de dessert agricole. Il y en a 88 000 km de routes de dessert agricole aujourd'hui. On en fait quoi? Je sais que j'avais vu. Monsieur Norbert, il faut que je termine par rapport à ça. Oui. Les routes de dessert agricole. Je sais qu'on est au-delà de 2000. Ça, c'est évident. Mais les 88. Quelle équipe d'organisation? Tout cela, c'est la réflexion. L'État congolais n'a pas autant d'argent pour couvrir l'ensemble du territoire national. Mais il faut une organisation. Et c'est comme ça que le législateur a proposé la décentralisation. Et cette décentralisation implique les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Nous devons travailler ensemble, nous devons nous répartir les rôles, nous devons mettre en commun nos moyens d'action, nous devons dégager les indicateurs d'appréciation de la performance que nous réalisons. Et nous devons mettre en place un système de surveillance mutuelle. Mais où est-ce qu'on en est? Si je comprends bien, le problème dans ce secteur se pose, il est un problème, on dirait, transversal, qui nécessite des actions en synergie. Grand mot, grand remède. Oui. Les quotas politiques est en train d'anéantir tout un pays, tout un éléphant. On prend n'importe qui étant n'importe quand, simplement parce qu'il a si bien chanté, etc. On lui donne des responsabilités. Je vous ai toujours dit que dans une salle d'urgence, on n'envoie pas des stagiaires. Le Congo est un éléphant acide, qui est complètement bousillé. Il faut véritablement des médecins professionnels. Et ça, on en a besoin dans tous les secteurs de la vie nationale. Nous tendons déjà vers la fin, M. Norbert. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'actualité. Notre pays, le Parlement congolais est en train d'examiner le projet de loi des finances 2014. Tout le monde est en train de se plaindre du fait que le budget présenté encore, le projet de budget donc présenté encore au Parlement n'est pas assez crédible pour répondre à tous les besoins du pays. Et le secteur de l'économie verte tel que vous l'avez décrit tout à l'heure là, qu'est-ce que ce secteur pouvait apporter comme contribution au budget national si seulement il y avait du sérieux dans ce secteur? Mais c'est ça justement, je vous ai dit que le changement climatique, c'est une calamité. Mais le changement climatique nous donne des opportunités. Et les opportunités aujourd'hui, c'est l'économie verte. Les services environnementaux qui doivent être réalisés tout en protégeant l'environnement, mais tout en luttant contre la pauvreté. Je vous ai dit, par exemple, lorsque vous avez des biogaz, combien de personnes doivent travailler pour produire des gaz naturels? Lorsque vous avez, par exemple, des éoliennes, l'énergie éolienne, j'ai vu dans beaucoup de villages en France, etc., c'est l'éolienne, c'est le vent, ça ne coûte rien. J'ai toujours dit aux Occidentaux que le soleil est gratuit chez nous. On peut utiliser ça. Pourquoi on n'y met pas de la réflexion? Aux États-Unis, s'il vous plaît, aux États-Unis, Obama aujourd'hui, la plus grande performance réalisée, c'est d'avoir capitalisé, n'est-ce pas, les opportunités qu'offre l'économie verte, en mettant en place les dispositifs pour l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le biogaz, tout cela faisant combine, l'hydroélectricité, les agrocarburants. Mais nous avons des terrains énormes, des espaces énormes. On peut même organiser les crédits. On donne aux exploitants congolais, etc., de cultiver même des agrocarburants. Nous avons les jatropha. Ça pousse naturellement. Pourquoi on n'expérimenterait pas ça? Pourquoi on ne peut pas aller dans l'innovation? Pourquoi on ne peut pas travailler, faire un travail de laboratoire pour générer des ressources? Pourquoi on doit rester dans les lieux communs? Pourquoi nous sommes dans une situation de crise? Au lieu de déplacer les montagnes, on les laisse, on se stabilise là. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais est-ce que ce que l'on peut dire par rapport justement à ce que ce secteur peut apporter financièrement au niveau national? Je le disais tantôt que le Parlement est en train d'examiner la loi financière, le projet de loi financière.
est-ce que vous pensez que ce secteur seulement, si au moins tout ce que vous dites là a été mis en pratique, pouvait déjà lui seul nous donner le budget même de 10 milliards de dollars? Mais mon cher ami, nous avons des universités ici. Ce sont des usines de production des idées. On peut, en amont comme en aval, mettre les moyens. Encore qu'il faut des études de faisabilité, il faut des deadlines, où on doit, le baseline, où on doit scanner la situation éventuellement avant de pouvoir rendre opérationnelles toutes ces idées. Ça, il faut le faire, mais encore qu'il faut avoir la volonté de le faire. Et non seulement la volonté, mais savoir le faire et savoir qu'est-ce qu'on vise en le faisant. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, bon, la situation est très très dramatique. On se complète dans l'autosatisfaction lorsqu'on est en situation d'un budget de 8 milliards de dollars pour un pays de plus de 70 millions d'habitants, plus de 2 346 000 km², au moment où c'est le même budget que j'ai vu à Sao Tomé, Principe, qui n'a que 200 000 habitants. Vous voyez, tout ça, c'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Vraiment, tant qu'on n'aura pas compris que nous avons une responsabilité, tant qu'on n'aura pas compris que ce n'est pas la tribu, ce n'est pas la province d'origine, ce ne sont pas les amitiés, ce n'est pas l'argent qui puisse booster notre pays, tant qu'on n'aura pas compris que si le pays stagne, c'est la crédibilité de l'élite politique, intellectuelle qui est mise en jeu, qui est mise en question, écoutez, on n'ira nulle part. Parce qu'aujourd'hui, hein, sincèrement, il y a des noyaux d'ébullition à travers le pays qui réfléchissent, qui sont disposés pour faire les choses, etc. Mais les quotas, cette manigance, c'est politique, politicienne, fait que bon, n'a pas assumé des responsabilités, soit on est client, soit on est dans tel parti, c'est vrai, ça c'est évident, mais il y a des gens, et des femmes et des hommes qui peut-être n'ont pas, ces appartenances-là, mais qui peuvent sauver la République. Mais écoutez, tout cela relève de la volonté volontariste du gouvernement de la République, encore qu'ils comprennent que le moment est venu pour qu'on ne soit plus considéré à l'état d'animalité zéro. Parce que personne ne nous respecte. Nous devons nous battre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de réveil en Afrique. J'ai été dans beaucoup de pays africains et je vois comment les gens se battent pour changer la situation. Je suivais le président de l'administration qui disait le 21e siècle, ce serait le siècle des Africains. Ce matin, j'étais en train de suivre que